Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on voit un chapitre sur la réflexion et la réfraction de la lumière. Donc, on va parler de lumière. Donc, juste pour la réfraction, la réflexion, vous savez ce que c'est quand la lumière, entre guillemets, rebondit. Donc, quand vous voyez à travers un miroir ou une vitre, c'est la réflexion. Donc, la lumière, votre lumière va jusqu'au miroir et elle revient vers vous. Pour la réfraction, c'est un petit peu différent. C'est la lumière qui est déviée de sa trajectoire par le fait qu'elle rencontre un autre milieu. On verra ça tout à l'heure. Par exemple, ça c'est de la réfraction. On a l'impression que la lumière, elle est un petit peu cassée et puis elle reprend son chemin ici. C'est juste la lumière de cette paille-là qui traverse l'eau et le verre et qui nous paraît être à un endroit différent. Alors que la paille, en réalité, elle est dans la continuité de la vraie paille. Pareil pour le crocodile. En réalité, le crocodile, il continue ici. Mais comme quand vous allez dans un zoo, vous regardez le crocodile à travers l'air et l'autre partie du crocodile à travers l'eau, ben, la trajectoire de la lumière n'est pas la même. Donc vous avez l'impression qu'il est ici, alors qu'en réalité, il est ici. Donc je vais expliquer ça juste après. Donc, pour comprendre ça, en fait, il faut se rappeler de la propagation de la lumière. Donc la lumière se propage de façon rectiligne. Ça, c'est super important à se souvenir. Elle se propage de façon rectiligne dans un milieu homogène et transparent. Un milieu homogène, c'est quoi? C'est un milieu qui a les mêmes caractéristiques partout. Exemple, si je vous dis, si vous deviez prendre 1 litre d'air, ça pèserait, ça aurait une masse de, je me souviens plus exactement combien. Imaginez, je dis n'importe quoi, hein, imaginez que ce soit 5 grammes. Donc imaginez par exemple que vous ayez 1 milliard de molécules dans 1 litre d'air. Vraiment, c'est beaucoup plus, hein. Mais imaginez que vous ayez 1 milliard de molécules dans 1 litre d'air. Si vous prenez 1 litre d'air ailleurs et que c'est aussi 5 milliards de molécules, encore 1 litre d'air ailleurs et que c'est aussi 5 milliards de molécules, c'est que le milieu est homogène. Par contre, si vous prenez 1 litre à un endroit, c'est 5 milliards de molécules, 1 litre à un autre endroit, c'est juste 5000 molécules. Dans ce cas-là, le milieu n'est pas homogène. Et transparent, ça veut dire que ça laisse passer la lumière. Donc, on peut voir la lumière peut passer à travers. Donc, quand la lumière se propage dans un milieu homogène et transparent, elle se propage de façon rectiligne. Ça veut dire que si elle ne se propage pas dans un milieu transparent, donc elle est arrêtée, déjà. Et quand elle ne se propage pas dans un milieu homogène, c'est pas forcément rectiligne. Donc on verra ça tout à l'heure. Là, c'est ce que je viens de dire. Donc ça veut dire que quand elle peut être déviée que dans un milieu non homogène, on verra ça tout à l'heure pour les mirages, ou alors à l'interface entre deux milieux différents. Quand par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure pour le crocodile, quand la lumière passe de l'eau à l'air, l'eau c'est un milieu homogène et transparent, donc la lumière se propage de façon rectiligne. L'air c'est aussi un milieu homogène et transparent, donc la lumière se propage aussi de façon rectiligne. Mais entre les deux, elle va être déviée. Donc ça veut dire qu'elle va se propager de manière rectiligne dans l'eau, puis rectiligne dans l'air, mais déviée entre les deux. Et cette lumière, en fait, elle se propage de façon rectiligne uniforme dans un milieu homogène et transparent à la vitesse de 300 000 km par seconde, ou 300 millions de mètres par seconde. Ça veut dire qu'en une seconde, elle parcourt 300 millions de mètres, ou 300 000 km. Ça, c'est dans l'air, ou dans le vide. C'est à peu près la même, la même vitesse, la même valeur de la vitesse. Par contre, dans l'eau ou dans le verre, etc., sa vitesse, elle est moins importante. Et ça va avoir un impact sur la réfraction, justement. Donc c'est ce que je viens de dire. Elle est moins élevée dans d'autres milieux. Le plus élevé, c'est dans le vide. C'est comme vous, en fait, quand vous courez dans l'air, vous courez à une certaine vitesse. Si ensuite vous allez essayer de courir dans une piscine, là, vous courrez beaucoup moins vite. Donc c'est pareil pour la lumière. Qu'est-ce que l'indice de réfraction? C'est ce qui va être à la base de la réfraction. C'est dû au fait qu'il y ait une différence entre la vitesse de la lumière dans l'air, ou le vide plutôt, et la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Ici, vous voyez que l'indice de réfraction qu'on appelle n du milieu, c'est égal à c, qui est la vitesse de la lumière dans le vide, donc 300 000 km par seconde, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Si par exemple je veux connaître l'indice de réfraction du verre, je ferai n verre
pour le verre, la matière du verre, c'est la 300 000 km par seconde divisé par la vitesse de la lumière dans le verre. Pour l'eau, ce sera n de l'eau, qui est égal à la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par la vitesse de la lumière dans l'eau, etc., etc. Et ça, on connaît la vitesse de la lumière dans les différents milieux. Donc on peut calculer l'indice de réfraction. En général, on ne vous donnera pas la vitesse, on vous donnera directement l'indice de réfraction. Donc ça, je pourrais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que cette lumière, cette vitesse différente entre le vide et un autre milieu fait qu'il y a un changement de trajectoire de la lumière. Ça, vous pouvez prendre par exemple un exemple de vous êtes à la plage. Imaginez que vous alliez tout droit dans l'eau. Quand vous courez sur la plage, donc sur le sable, vous avez une certaine vitesse. Ensuite, vous allez dans l'eau, vous avez une certaine vitesse. Donc juste vous êtes ralenti et vous ne déviez pas de trajectoire. Maintenant, imaginez que vous preniez un certain angle. Donc vous allez dans l'eau et pas tout droit. Vous prenez un certain angle pour aller dans l'eau. Et imaginez maintenant que vous avez plusieurs à aller dans l'eau. Donc vous vous tenez à un bâton, vous êtes tout à gauche et il y a d'autres personnes à votre droite. Et vous tenez le bâton, ça veut dire que vous allez dans l'eau en tenant un bâton. Donc vous courez. Qui est-ce qui va arriver en premier? C'est vous. Donc vous, quand vous allez arriver en premier, vous allez ralentir. Le deuxième va ralentir, etc. Donc ce qui fait que quand vous allez ralentir, vous, le premier, vous allez changer la trajectoire de tout le monde, parce que normalement, vous alliez tous à la même vitesse. Donc si vous vous arrêtez, par exemple, tout le monde va tourner, mais là, en fait, juste vous freinez. Donc en fait, ça va faire en sorte que les autres, vu qu'ils vont un peu plus vite, ils vont dévier le bâton. Et ensuite, le deuxième va rentrer dans l'eau, ça va dévier encore un petit peu, etc., jusqu'à ce que tout le monde entre dans l'eau. Dans ce cas-là, ça va arrêter de dévier, et vous irez tous à la même vitesse, donc tout droit. Donc c'est à peu près ce qui se passe. Si vous n'avez pas compris l'exemple, ce n'est pas très grave. Rappelez-vous juste que le fait que la vitesse de la lumière dans un milieu et la vitesse de la lumière dans le vide soient différentes, c'est ça qui explique le fait qu'il y ait changement de trajectoire de la lumière quand elle passe d'un milieu homogène et transparent à un autre milieu homogène et transparent. Quelle différence entre la réflexion et la réfraction? Donc la lumière, on vient de voir plusieurs fois qu'elle se propageait de façon rectiligne dans un milieu homogène et transparent, mais qu'elle changeait de direction lorsqu'elle passait d'un milieu homogène et transparent à un autre milieu homogène et transparent. Par exemple, de l'eau à l'air, ou de l'air à l'eau, ou du verre à l'air, etc., etc. Donc dans ce cas-là, c'est un phénomène de réflexion si la lumière reste dans le même milieu. Imaginez par exemple vous êtes sur la plage, et dès que vous touchez l'eau, vous revenez en arrière, parce que c'est un peu trop froid et vous n'avez pas envie de vous baigner. Vous revenez en arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Donc vous restez dans le même milieu, vous restez sur le sable. Par contre, c'est de la réfraction, si la lumière traverse le deuxième milieu, en étant déviée, bien sûr. Donc si vous étiez sur la plage et vous allez dans l'eau, là c'est de la réfraction. Encore une fois, c'est un exemple, hein, la plage et l'eau. Donc l'exemple que vous devez plutôt avoir en tête, c'est plutôt la lumière qui passe d'un milieu à un autre. Par exemple, de l'air au verre, de l'air à l'eau, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de la réflexion? Vous avez la surface de séparation entre les deux milieux. Par exemple, ça va être l'air et ça va être l'eau. Ou l'inverse. Ça, c'est le milieu 1. Et là, on a le milieu 2. Donc, le rayon incident arrive. Incident, ça veut dire celui qui arrive. Donc, le rayon de lumière arrive, par exemple, dans l'air. Et là, imaginez que ce soit l'eau. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a réflexion? Donc, ce rayon-là, il ne va pas rentrer dans l'eau. Il va rester dans l'air. Donc, il va rebondir. Et quand il rebondit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Le rayon réfléchi, c'est comme une balle de tennis. Vous l'envoyez sur un mur, elle repart de l'autre côté avec le même angle. Quel est cet angle-là? C'est l'angle qui est fait avec la normale. La normale, ce qu'on appelle normale en mathématiques, c'est une droite perpendiculaire. Perpendiculaire à quoi? À la surface de séparation. Donc vous faites la normale, donc la perpendiculaire à la surface de séparation. Vous avez l'angle que fait le rayon incident avec la normale, qui est par exemple de 30 degrés. Le rayon réfléchi, il va aussi faire un angle de 30 degrés dans l'autre sens. Donc on aura l'angle incident qui sera égal à l'angle réfléchi.
Donc si on a 30 degrés ici, on aura aussi 30 degrés ici. Si on a 60 degrés ici, on aura aussi 60 degrés ici, etc. etc. Donc ça, c'est la réflexion, c'est assez simple. Donc I1, on appelle ça l'angle d'incidence, et il est situé entre le rayon incident et la normale. Entre le rayon incident et la normale. Ne vous trompez pas, c'est pas entre le rayon incident et la surface de séparation. C'est pas cet angle-là, c'est bien cet angle-là. Donc faites toujours la normale pour avoir votre angle. Et l'angle de réflexion, c'est situé entre le rayon réfléchi et la normale. Maintenant, le schéma de la réfraction, ça va être à peu près la même chose, sauf que le rayon incident va traverser le deuxième milieu. Donc on a toujours la surface de séparation, le milieu 1 et le milieu 2, le rayon incident qui va arriver, et il va traverser le deuxième milieu. Comment? En étant réfracté, donc en changeant de direction. Et là, on va toujours tracer la normale pour avoir les deux angles. Le premier angle, c'est le même que tout à l'heure, on le trace, c'est le rayon, c'est l'angle d'incidence, on le trace entre le rayon incident et la normale, et le deuxième angle, c'est toujours avec la normale, donc entre le rayon réfracté et la normale. On va l'appeler I2 cette fois-ci, pour le rayon réfracté. Parfois, vous verrez dans les livres, il sera appelé aussi R. Moi, j'ai voulu faire la différence entre le rayon réfléchi, entre l'angle réfléchi R et l'angle réfracté I2. Donc voilà, les deux schémas sont assez simples. Le mieux, c'est d'essayer de vous entraîner à les faire chez vous. Et vous verrez justement que c'est assez simple à comprendre. Donc, quel milieu a l'indice de réfraction le plus élevé entre le milieu 1 et le milieu 2? C'est assez simple. Retenez que ici, lorsque l'angle d'incidence et l'angle de réfraction, lorsque l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence, donc vous voyez que ça revient vers la normale, plutôt que de s'écarter de la normale, ça veut dire que le deuxième milieu a un angle de réfraction plus élevé. Donc ça veut dire que N2 est plus grand que N1. Donc c'est comme si vous passiez de l'air à l'eau, ici. Alors que dans l'autre cas, si vous avez le rayon réfracté qui s'écarte de la normale, donc normalement en fait ça devait aller tout droit ici, mais il est dévié dans le sens où il s'écarte de la normale, dans ce cas-là, ça voudrait dire que le milieu 3, qui est là, a un indice de réfraction plus élevé que ce milieu-là. Donc cette fois-ci, ça va être comme si vous alliez de l'eau à l'air. Sachant que l'eau, c'est un indice de 1,33 et l'air, c'est un indice de 1. Donc le milieu 3, l'indice N3, est plus élevé que l'indice N1. Tout à l'heure, c'était l'inverse, juste avant. Donc un exemple ici, quand vous regardez par exemple un requin dans un aquarium, qu'est-ce qui va se passer? Le requin est ici, vous êtes là. Est-ce que vous voyez là où il est? Non. Pourquoi? Parce que, regardez ici, si vous regardez ici, est-ce que vous allez voir directement le requin ici? Non, ce que vous allez voir, c'est, regardez là, j'aurais dû le faire dans l'autre sens plutôt, vous allez voir le requin qui est ici. Normalement, en fait, le rayon, en fait, il part du requin, il est réfracté. Dans quel sens il est réfracté? Il y a une deuxième normale ici. Il est réfracté dans le sens où l'angle devient plus petit. Pourquoi? Parce qu'on passe de l'eau. Je me suis peut-être un peu trompé ici. De l'eau au vert, le vert est plus grand. Oui, donc c'est bon. Donc il est réfracté dans ce sens-là. Et ici, du vert à l'air, l'indice de réfraction de l'air est plus petit que celui du vert, donc ça va s'écarter de la normale. Donc on est comme ça, et on va s'écarter de la normale. Donc en gros, on reverra ça tout à l'heure, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc en gros, vous n'allez pas voir le requin qui était là, mais vous allez voir le requin qui est ici. D'accord? Donc si le requin était ici, vous ne l'auriez pas vu en regardant comme ça. Donc en regardant ici, vous verrez le requin qui est là. Donc, quelles sont les lois que vous devez connaître pour la réflexion et la réfraction? Il y a deux lois pour chaque phénomène. Deux lois pour la réflexion,
deux lois pour la réfraction. Pour la réflexion, la première loi, c'est très simple, le fait que le rayon réfléchi et le rayon incident, donc incident et réfléchi, se situent sur le même plan d'incidence. Un plan, c'est une sorte de feuille en fait. C'est sur le même plan. Ça veut dire que le rayon incident ici, s'il est là, le rayon réfléchi va être... En fait, le plan incident, c'est le plan que forme le rayon incident avec la normale. Donc ça forme un plan, c'est une feuille. Donc le rayon réfléchi va forcément être sur ce plan-là, sur cette feuille. Il ne peut pas être en avant ou en arrière. Il va forcément être sur le même plan, qu'on appelle le plan d'incidence. Et le rayon réfracté, on verra que tout à l'heure, pour la première loi, pour la réfraction, ça va être pareil. Ce sera aussi sur le plan d'incidence. La deuxième loi, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est le fait que I1 est égal à R. Donc ça, c'est assez simple. Première loi, le rayon incident et le rayon réfléchi sont sur le plan d'incidence, des deux, plutôt que le rayon réfléchi est sur le plan d'incidence. Et deuxième loi, c'est que I1, l'angle d'incidence, est égal à l'angle réfléchi I2. Si on a 30 degrés ici, on a 30 degrés ici. Maintenant, pour la réfraction, c'est à peu près pareil. Donc le rayon réfracté et le rayon incidence sont situés dans le même plan. C'est le plan d'incidence. Incident et réfracté, c'est sur le même plan. Donc vous voyez que les trois rayons sont situés sur le plan d'incidence. Ça, c'est la première loi de Descartes pour la réfraction cette fois-ci. Et la deuxième loi, elle est un petit peu plus compliquée. C'est pas I1 qui est égal à I2. Sinon, vous auriez, si I1 était égal à I2, vous auriez en fait un rayon qui n'aurait pas dévié de sa trajectoire. Donc comme vous avez I2 qui est plus petit que I1 dans le cas où vous passez dans un milieu qui a un indice de réfraction plus élevé, dans ce cas-là, en fait, comment est-ce qu'on trouve I2 en connaissant I1? Moi, je sais à quel angle j'ai envoyé mon rayon incident. Donc, comment va être dévié ce rayon-là? Il faut juste faire ce calcul-là. Vous avez N1. Donc, c'est pas, imaginez que vous soyez dans l'air au départ. Donc, c'est N de l'air, on vous le donne, c'est 1, fois sinus I1, donc fois sinus de cet angle-là. Imaginez que ce soit 30 degrés, donc ça veut dire N1 fois sinus de 30 degrés, est égal à N2, imaginez que vous soyez dans l'eau, donc 1,33, fois sinus de, vous ne savez pas combien, I2. Donc le but, ça va être d'isoler sinus I2. Et ensuite de trouver I2. Donc, je vous dirai comment on trouve I2 en cours. Vous avez une touche sur la calculatrice pour faire, une fois que vous avez sinus I2, pour trouver I2, vous appuyez juste sur la touche arcsin, arcsinus, ou alors sinus moins 1. Ça dépend des calculatrices. Donc, quand la lumière passe d'un milieu 1 à un milieu 2, et que N1 est plus petit que N2, donc ça c'est le cas par exemple N1, imaginez que ce soit l'air, donc c'est 1 plus petit que N2, donc c'est l'eau. Donc si vous passez de l'air à l'eau, on a dit tout à l'heure que que l'angle de réfraction était plus petit que l'angle d'incidence. I2 est plus petit que I1. Donc quand N1 est plus petit que N2, I2 est plus petit que I1. Et donc, quand N1 est plus grand que N2, dans ce cas-là, vous avez I2 qui est plus grand que I1, donc c'est l'inverse. Donc ça explique quoi? Ça explique qu'à partir d'un certain angle, qu'on appelle l'angle limite, il n'y aura plus de réfraction, mais seulement une réflexion totale. Pourquoi? Parce que imaginez que N1 soit plus grand que N2. C'est quel cas ça? C'est le cas où par exemple on passe de l'eau, N1, imaginez que le milieu 1 ce soit l'eau, 1,33, à l'air, 1. Donc si on passe de l'eau à l'air, ça voudrait dire que I2 sera plus grand que I1. Donc ça veut dire que vous avez un certain angle, et cet angle s'écarte ensuite. Donc si vous avez 30 degrés pour l'angle d'incidence, si pour 30 degrés en angle d'incidence, vous avez 60 degrés en angle de réfraction, vous avez augmenté l'angle d'incidence. Imaginez vous avez 40 degrés d'angle d'incidence, vous aurez plus que 60, vous aurez 75 degrés par exemple d'angle de réfraction. Si vous augmentez encore 50, vous aurez 87 d'angle de réfraction, je dis n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez atteindre 90. Et 90, si vous dépassez 90, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous restez dans le milieu 1. Et qu'est-ce que c'est ça quand on reste dans le milieu 1? Ça, c'est rien d'autre que la réflexion. Et dans ce cas-là, on aura I1 qui est égal à R, et pas I2. Donc, à partir d'un certain angle, on ne peut pas aller jusqu'à 90, dans le cas où on a N1 plus grand que N2.
Dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 90. Par contre, là, on ne pourra pas aller jusqu'à 90. Donc, on a un certain angle limite qui fait qu'on aura une réflexion totale. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes dans la piscine, à l'intérieur de la piscine, et que vous regardiez en l'air avec un certain angle, donc si vous regardez tout droit en l'air, vous verrez le ciel. Par contre, si vous regardez à un certain angle, vers le haut, vous verrez l'extérieur jusqu'à un certain angle. Par exemple, à partir de 50 degrés, vous ne verrez plus l'extérieur, mais vous verrez l'intérieur de la piscine, comme si c'était un miroir en fait. Comme si la surface entre l'eau et l'air était un miroir. Donc vous aurez une réflexion totale, un miroir. Donc c'est le cas qu'on a là. Par exemple ici, on a l'air, 1 c'est pour l'air, et 1,33 c'est pour l'eau. Donc si vous passez de l'eau à l'air, vous imaginez que vous soyez ici. Si vous regardez pile poil au-dessus de vous, ben, dans ce cas-là, il n'y aura pas de réfraction. Donc le rayon va aller tout droit. Donc pour 0 degré, vous avez 0 degré. Faites le calcul avec la deuxième loi de Descartes, vous verrez. Deuxième loi de la réfraction de Descartes. Donc vous allez voir pile poil au-dessus de vous. Par contre, si vous regardez à 10 degrés, vous allez voir à 13,35 degrés. Donc vous serez un peu décalé. Vous n'allez pas voir pile poil en face de vous. Et plus vous regarderez avec un angle plus grand que 10, plus ce sera décalé. Jusqu'à un certain moment où 40 degrés, ça donne 58 degrés, 45 degrés, ça donne 70 degrés, et à un moment, 48,75 degrés, ça donne 90 degrés. Donc au-delà de cet angle-là, 90 degrés, on ne peut pas aller au-delà de 90 degrés parce qu'on reste dans l'eau. Et à partir du moment où on reste dans l'eau, on a une réflexion totale, donc cet angle-là est égal à cet angle-là. C'est une réflexion. On n'est plus dans le cadre de la réfraction, on est dans le cadre de la réflexion. Donc on utilise les lois de la réflexion. Maintenant, quelques expériences. Vous avez l'expérience de la pièce de monnaie de Ptolémée. Ça, vous pouvez la faire chez vous, c'est assez simple à faire. Vous mettez une pièce dans un bol, vous vous écartez de ce bol-là, et vous faites en sorte de ne pas voir du tout la pièce. Donc si vous vous approchez, vous pouvez voir la pièce. Si vous reculez, vous ne voyez plus la pièce. Pourquoi? Parce que vous voyez ce qu'il y a ici. C'est ce que je vais mettre là. Moi, je le mettrai après. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Premier cas, la pièce, elle envoie des rayons de tous les côtés. Vous la voyez à une seule condition, c'est qu'au moins un des rayons qui envoie la pièce, qui est une source secondaire de lumière, au moins un de ces rayons, il faut que ça atteigne votre œil. Est-ce que ici, les rayons atteignent votre œil? Non. Là, j'ai pris l'extrémité de la pièce, j'aurais pu prendre le milieu de la pièce aussi, hein, mais le milieu, si l'extrémité n'atteint pas votre œil, le milieu ne va pas l'atteindre. Ça, c'est clair. Donc, l'extrémité, le seul rayon qui aurait pu atteindre votre œil, c'est celui qui est à la limite du bol. Or, il est juste au-dessus de votre œil. Donc, vous n'allez pas voir la pièce. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous mettez de l'eau? Quand vous mettez de l'eau, vous avez de la réfraction. Donc, le rayon qui était là, celui-ci par exemple, qui allait tout droit quand il n'y avait pas d'eau, ben, quand il y a de l'eau, je vous rappelle que l'indice de réfraction de l'eau c'est 1,33, l'indice de réfraction de l'air c'est 1. Donc ça veut dire que l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence. Donc ça va s'écarter de la normale. Et dans ce cas-là, le rayon qui est là pourra atteindre votre œil. Et donc vous verrez l'extrémité de la pièce. Et vous pourrez peut-être même voir toute la pièce, si on fait la même chose ici. Donc vous pouvez faire l'expérience chez vous et vous verrez que vous verrez la pièce en restant au même endroit, juste en mettant de l'eau. Et ce n'est pas parce que la pièce est remontée, c'est juste parce que les rayons ont été déviés. Si vous enlevez l'eau, vous ne verrez plus la pièce. Maintenant, qu'est-ce qu'un mirage? Ben, vous voyez parfois, Tintin ici, vous voyez que ils sont dans le désert. Ils voyaient une ville ici, et finalement ils ne la voient plus. Ils se sont dit c'est un mirage. Donc là pareil, ils voient encore une ville, ils ne la voient plus.
Ils pensent que c'est un mirage. Ils pensent aussi que c'est un mirage. Là, ils voient un palmier, et ils vont penser que c'est un mirage, et finalement, ils vont se le prendre en pleine face. Donc, qu'est-ce qu'un mirage et pourquoi est-ce qu'on parle de mirage ici pour les Dupont lorsqu'ils sont dans le désert? Parce que s'ils n'étaient pas dans le désert, on n'aurait pas pu parler de mirage. Parce que c'est plus simple dans le désert de faire des mirages. Pourquoi? Parce que justement, on avait dit que la lumière se propageait de façon rectiligne dans un milieu homogène et transparent. Est-ce que dans le désert, le milieu est homogène? Ici, vous pouvez voir que le milieu est homogène. Quand on est au-dessus du sol, bien au-dessus du sol, le milieu est à peu près homogène. Donc on a autant de molécules ici, etc. Par contre, plus vous vous approchez du sol, et plus l'air est chaud. Pourquoi? Parce que le soleil a chauffé le sol, qui va chauffer l'air qui est juste au-dessus. Et il faut savoir que l'air, donc la masse volumique de l'air, ou plutôt on va parler de densité, de l'air n'est pas la même quand l'air est chaud par rapport à lorsqu'il est froid, lorsqu'il est plus froid. Donc dans de l'air chaud, il y a moins de molécules, ça prend plus de place. L'air chaud prend plus de place que l'air froid. Donc le milieu n'est pas homogène. Donc il va y avoir réfraction. C'est comme si vous passiez d'un milieu homogène et transparent à un autre milieu homogène et transparent. Mais sauf qu'en fait, à chaque couche, vous avez à chaque fois un autre milieu. Donc en fait, il va y avoir comme si qu'il allait y avoir des, euh, des réfractions successives. Donc ce rayon-là, dans le milieu homogène, au-dessus là, on est dans un milieu homogène. Donc ce rayon-là va arriver directement sur l'œil de ce personnage-là. Donc il va voir normalement l'arbre qui est ici. Par contre, le rayon qui va aller en bas, qui normalement est destiné à quelqu'un qui est en bas, si vous êtes en bas, vous voyez ce rayon-là. Donc si le milieu était homogène et transparent, mais ce rayon-là, vu que ça passe dans un milieu qui est différent à chaque fois, donc il va être dévié de sa trajectoire en permanence, jusqu'à arriver à l'œil du personnage qui est ici. Donc lui aura l'impression de voir l'arbre là où il est, donc ici, mais comme il a aussi un rayon plus bas pour lequel il voit le même arbre, donc il aura l'impression que son œil ne sait pas que le rayon est dévié ici. Donc pour lui, l'arbre vient de tout en bas, donc il vient d'ici. Donc ce point-là et ce point-là, il le voit en deux fois. Donc ça veut dire que si on faisait la même chose pour tout l'arbre, il verrait l'arbre ici, là où il est, mais il le verrait aussi en bas, comme si que c'était dans l'eau en fait. Et je pense que vous avez déjà vu ça peut-être quand vous prenez la route en vacances en plein été. Vous êtes sur la route, sur l'autoroute ou sur une route, peu importe. Ben, il se passe la même chose. S'il fait très très chaud, le sol, le bitume en fait, va chauffer l'air qui est juste au-dessus. Et dans ce cas-là, il va se passer la même chose pour les voitures. Vous verrez une voiture qui est juste en face de vous, là où elle est, mais vous verrez comme si que vous aviez son reflet dans l'eau juste en dessous. Alors que ce n'est pas de l'eau, c'est juste le fait que vous avez une réfraction. Donc vous voyez cette voiture là où elle est, plus en bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mirage. C'est dû au fait que le milieu n'est pas homogène et transparent. Autre chose qui est expliquée par la réfraction. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le requin, mais là je vais être un peu plus précis. Quand vous regardez par exemple quelque chose qui est dans l'eau, vous êtes dans la piscine, vous voulez attraper quelque chose, vous voulez attraper un poisson, imaginez dans la mer, vous voulez attraper un poisson. Ben, vous, le poisson, il vous apparaît où? En réalité, il est ici. Les rayons du poisson, les rayons du soleil arrivent au poisson. Le soleil est une source primaire de lumière, donc il va illuminer le poisson, qui va diffuser les rayons dans toutes les directions. Donc là, on va prendre deux rayons qui vont arriver à votre œil. Ce rayon-là, qu'est-ce qui va se passer? On passe d'un milieu d'indice n égale à 1,33, donc l'eau, à un milieu qui est égal à 1, l'air. Donc ça veut dire que vous aurez un angle de réfraction plus grand que l'angle d'incidence. Donc ça va être dévié dans ce sens-là. Et ici, pareil, ça va être dévié dans le sens où la normale
le rayon réfracté va s'écarter de la normale. Donc finalement, en fait, les deux rayons qui étaient censés continuer là-haut vont être déviés et vont aller à votre œil. Donc vous avez l'impression de quoi? Votre œil ne sait pas que les rayons ont été déviés. Donc pour votre œil, le poisson vient d'où? Il fait comme si c'était tout droit. Là et là. Donc à l'intersection des deux, pour lui, le poisson vient de là. Donc vous allez essayer d'attraper le poisson ici alors qu'il est plus bas. Et ça, c'est dû à la réfraction, encore une fois. C'est pour ça aussi que quand vous essayez de tirer un ballon, vous êtes dans une piscine, vous prenez le ballon qui est juste au-dessus de vous, vos jambes, vous les voyez, donc vous essayez de soulever vos jambes au-dessus de l'eau et de tirer sur le ballon, vos jambes ne sont pas à l'endroit où vous croyez, donc vous allez rater le ballon. Pareil pour ce qui se passe dans les aquariums. Je pense que vous avez tous fait l'expérience de ça. Vous voyez 3 poissons ici. Vous vous mettez ici, vous voyez 3 poissons. Et quand vous changez d'angle, vous voyez que finalement il n'y en avait qu'un. Comment ça se fait? Il y a un seul poisson, pourtant j'en vois 3. C'est juste parce que là il y a un angle au niveau de l'aquarium. Donc ce rayon-là va arriver tout droit vers vous. Donc vous verrez le poisson tout droit en face ici. Ce rayon-là va être dévié. Et ce rayon-là va aussi être dévié dans le sens. Donc vous verrez 3 rayons. En réalité, on en a plus. Mais vous verrez le poisson apparaître à 3 endroits différents. Tout droit. Ensuite, ici, parce que pour vous, votre œil ne sait pas que le rayon a été dévié, donc pour votre œil, le poisson se situe dans la continuité, et il se situe aussi dans la continuité de ce rayon-là. Donc vous voyez 3 poissons à 3 endroits différents. Vous voyez le même poisson en réalité, mais à 3 endroits différents. Regardez ici par exemple, ce poisson-là, on le voit ici aussi. Ça, je ne sais pas ce que c'est là, une plante là, on la voit ici aussi, etc., etc. Ensuite, l'arc-en-ciel, c'est aussi le phénomène de réfraction qui explique l'arc-en-ciel. Comment ça fonctionne? Il faut savoir que si vous prenez un prisme, donc c'est par exemple un morceau de verre qui est taillé de cette manière-là, sous forme d'une pyramide, et que vous faisiez passer la lumière à travers ce prisme-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un arc-en-ciel qui va se former. C'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière blanche, la lumière du soleil, elle est blanche, ou la lumière d'une ampoule est blanche aussi, ça dépend de quelle ampoule. Une lumière blanche, si vous faites traverser un prisme à cette lumière blanche, elle va se disperser et donner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça veut dire que dans la lumière blanche, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça veut dire que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mélangées forment du blanc. Donc si vous prenez du rouge, plus du orange, plus du jaune, plus du vert, plus du cyan, du bleu, du violet, etc. Tout ça, vous mélangez le tout, ça donne du blanc. Ça, c'est pas vrai pour les feutres. Hein. Ça, c'est vrai pour la lumière. Donc si vous faites tout ça avec des feutres, ça va faire du noir. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais ça va pas faire du blanc. Donc on appelle ça la synthèse additive, quand on parle des lumières et pas des feutres. Donc ça va du violet au rouge, en passant par toutes ces couleurs que je vous ai indiquées ici. En réalité, la lumière visible, celle que notre œil voit, c'est une toute petite partie de la lumière qui est ici, qui est compris entre 400 nanomètres à peu près et 800 nanomètres à peu près. Donc nous, on ne voit que cette petite partie de la lumière, alors que la lumière, c'est tout ça. La lumière du soleil, c'est à peu près tout ça. Donc il y a des ultraviolets. Pourquoi on appelle ça des ultraviolets? Parce que c'est avant le violet. Il y a des infrarouges. Pourquoi on appelle ça des infrarouges? Parce que c'est après le rouge. Ou alors si on avait pris dans l'autre sens, on aurait dit avant le rouge et après le violet, peu importe. Plus on est à gauche ici, donc dans des fréquences élevées, plus l'énergie est importante. Ça veut dire que là, on a des rayons qui vont être dangereux. Les ultraviolets sont dangereux pour la peau, vous pouvez avoir des cancers. Les rayons X, très dangereux aussi. Les rayons gamma, encore plus. Ça, c'est quand on a, par exemple, une centrale nucléaire qui a explosé, une bombe nucléaire qui a explosé, etc. Donc vous avez des rayons gamma qui peuvent avoir des effets très 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 néfastes. Alors que
derrière le rouge, on a des énergies qui sont assez faibles. Donc, on a des choses qui ne sont pas très dangereuses au niveau énergétique. Donc, des infrarouges. Nous-mêmes, on émet dans l'infrarouge. Des micro-ondes, des ondes radio, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout le spectre visible. Donc, juste cette partie-là, entre 400 et 800 nanomètres. Donc, ça, c'est l'arc-en-ciel. Comment est-ce que l'arc-en-ciel peut apparaître et quand est-ce qu'il apparaît? Il apparaît en général quand il fait humide, quand il pleut un petit peu et qu'en même temps il y a du soleil. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une source de lumière blanche et on a besoin d'une sorte de prisme, donc de quelque chose qui va disperser la lumière. Qu'est-ce qui disperse la lumière dans la nature? Ce sont les gouttes d'eau. On va voir ça ici. Une goutte d'eau, quand vous avez la lumière blanche qui apparaît, ça va disperser la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a réfraction. La réfraction, qu'est-ce que c'est? C'est quand la lumière va être déviée quand elle passe d'un milieu homogène et transparent à un autre milieu homogène et transparent. Donc de l'air à l'eau. La goutte d'eau, c'est de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que la lumière rouge ne va pas être déviée de la même manière que la lumière bleue, qui ne va pas être déviée de la même manière que la lumière verte. Donc, vous voyez ici que la lumière bleue est plus déviée, la violet est plus déviée que la rouge. Donc comme elle est plus déviée, donc ça va se séparer. Donc toutes ces couleurs vont se séparer. On appelle ça la dispersion de la lumière blanche. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous regardez un arc-en-ciel? Vous avez le soleil, la lumière du soleil qui arrive sur des gouttes d'eau. Donc la goutte d'eau qui est en haut ici va disperser la lumière. Donc vous aurez le bleu qui va arriver en haut et le rouge un peu plus bas. Pareil pour la goutte qui est en bas. Le bleu est en haut, le rouge est en bas. Sauf que vous allez percevoir la lumière bleue de la goutte qui est en bas, elle arrive à votre œil, et la lumière rouge de la goutte qui est en haut, elle arrive à votre œil. Donc ça veut dire que une goutte qui serait là, vous percevriez par exemple le vert. Donc vous allez voir un arc-en-ciel avec le rouge en haut et le violet en bas. Voilà ce qui se passe. Si vous voulez, vous pourrez même faire un exercice sur les arcs-en-ciel. Il y en a plein qui existent. Vous prenez votre manuel et dans le manuel, vous avez sûrement des exercices sur ça. Où on vous donne justement l'indice de réfraction dans l'eau ou dans l'air pour la lumière rouge ou pour la lumière bleue, etc. Parce que ce n'est pas la même. Il y a une toute petite différence, très très légère, c'est au niveau de d'une décimale, peut-être du centième, qu'il y a une différence. Donc maintenant, je vous donne deux petits exercices à faire chez vous. Essayez de les faire rapidement. Je vous donne quelques indices. Donc vous avez un rayon incident qui parcourt l'air avec un angle d'incidence de 30 degrés. Donc faites ce schéma déjà. La surface de séparation, l'angle d'incidence qui fait 30 degrés, mais pour avoir 30 degrés, il faut d'abord faire la normale. Donc tracer la normale. Donc la normale, je vous rappelle, c'est la droite perpendiculaire à la surface de séparation. Donc tracez cette normale-là, en pointillé si vous voulez. Et ensuite, vous faites un angle de 30 degrés pour tracer l'angle d'incidence. Donc quelle sera la valeur de l'angle de réfraction après passage par le verre? Donc je vous donne n de l'air, je vous donne n du verre, et je vous ai donné I1, qui est 30 degrés. Ben, il faut juste utiliser la deuxième loi de Descartes. N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Choisissez quel milieu vous appelez 1, quel milieu vous appelez 2. Imaginez que le milieu 1, ce soit l'air, parce que, en général, le milieu 1, c'est là où il y a le rayon incident, là d'où arrive la lumière, et le milieu 2, donc c'est là où vous aurez votre rayon réfracté. Donc ici, le milieu 1, ça va être l'air, le milieu 2, ça va être le verre. Donc vous avez NR fois sinus du rayon de l'angle d'incidence, donc 30, NR fois sinus 30, qui est égal à NVR fois sinus de I2. Et ensuite, vous isolez I2. Et vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure, vous isolez d'abord sinus I2, donc vous aurez la valeur de sinus I2, et pour avoir I2, sur la calculatrice, vous tapez sur arc sinus de la valeur que vous avez trouvée, ou alors sinus moins 1 de la valeur que vous allez trouver. Exercice numéro 2. Donc, calculer le rayon incident limite pour lequel il ne peut plus y avoir de réfraction dans le cas du passage OR. S'il n'y a plus de réfraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura réflexion totale. Rappelez-vous de ça. Donc, est-ce que j'ai... Voilà. Pardon. Donc ici,
vous avez un rayon incident qui est là, et un rayon réfracté qui est là. Et l'angle va être ici. Si votre rayon incident, son angle est plus grand, vous aurez un angle plus grand pour le rayon réfracté aussi. Et à un moment donné, vous allez atteindre 90. Et au-dessus de cet angle-là, ça va faire un angle, ça va faire une réflexion totale. Donc vous, en fait, l'angle limite, donc c'est l'angle I1 limite pour lequel I2 sera égal à 90 degrés. Donc cette fois-ci, vous faites N1 fois sinus I1, donc N de l'eau fois sinus de I1 limite, qui est égal à N de l'air fois sinus I2 limite. Et ce I2 limite, c'est 90 degrés. Le I1 limite, vous ne le connaissez pas, vous allez le chercher. Et le I2 limite, c'est toujours 90 degrés. Donc N1, donc N de l'eau, fois sinus I1 limite, égale à N2, donc N de l'air, fois sinus de 90. Vous isolez sinus I1 et vous allez trouver une certaine valeur. Et pour trouver l'angle I1, vous faites arc sinus de ce que vous avez trouvé. Ou alors sinus moins 1 selon la calculatrice. Et là, j'ai terminé le cours sur la réflexion et la réfraction. J'espère que ça a été clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en cours. Au revoir tout le monde.